Salut les curieux, bienvenue dans cette vidéo. Que vous soyez un néophyte, un débutant ou même un intermédiaire qui se pose la question de c'est quoi un ordinateur, eh bien vous êtes tombé au bon endroit car je vais commencer du niveau 0. Toutes mes sources seront disponibles en fin de vidéo et en description pour les plus curieux d'entre vous. PS, si vous avez des problèmes de concentration ou de compréhension, n'hésitez pas à activer les sous-titres en français ou dans une autre langue si besoin. Entrons dans le vif du sujet. Un ordinateur, c'est quoi ? Que vous ayez écouté un cours d'informatique, lu une explication dans un livre ou sur internet, plusieurs mots reviennent souvent et permettent de qualifier ce qu'est un ordinateur. Voici donc la définition que j'ai pu en tirer. Un ordinateur est un ensemble de composants électroniques ayant des caractéristiques différentes permettant de créer un système numérique capable de traiter l'information. Cette machine réalise des opérations mathématiques de base, mais est également capable d'exécuter et de modifier des programmes enregistrés dans sa mémoire. La machine possède une entrée pour saisir des informations et une sortie pour les afficher. Avec l'aide de notre définition, nous allons lister quelques objets de notre quotidien qui sont des ordinateurs. Cela nous aidera à mieux les visualiser. L'ordinateur de bureau, aussi appelé desktop computer, ainsi que l'ordinateur portable également nommé laptop, sont des ordinateurs, sans blague. Les smartphones, les smart TV, les calculatrices, les smartwatches sont des exemples d'ordinateurs sous différentes formes. Vérifions avec notre définition si une montre intelligente, donc la smartwatch, est un ordinateur. La montre est composée de divers composants électroniques qui traitent des informations numériques. Nous pouvons encoder des informations en appuyant sur les boutons ou sur l'écran tactile. Elle nous affiche des informations sur son écran, nous pouvons modifier et ajouter des programmes dans sa mémoire et les exécuter quand nous le voulons. Et bien évidemment, elle sait compter puisqu'elle nous affiche l'heure. Les ordinateurs n'ont pas toujours été comme nous les voyons aujourd'hui. Je propose donc de passer par une petite étape historique pour notre culture générale. Commençons donc par les précurseurs. L'homme utilise des outils depuis des milliers d'années pour l'aider à compter. Le tout premier outil n'est autre que ses propres doigts. Mais on s'est vite rendu compte que ça deviendrait vite difficile avec des grands nombres. L'humanité chercha donc des alternatives comme compter avec des cailloux ou en faisant des gravures sur des murs. Jusqu'au jour où le boulier fut inventé. Sa date d'invention, 2400 ans avant JC, chez les Babyloniens, reste très approximative. Plusieurs autres types de bouliers ont été inventés aux quatre coins du globe durant la même période. Difficile de savoir lequel a été inventé en premier. Entre l'an 205 et 50 avant JC, un appareil analogique du nom de mécanisme denticitaire fut inventé par les Grecs. C'est la pièce d'ingénierie la plus complexe à avoir survécu au monde antique. Cet ancien système permettait de calculer des positions astronomiques avec une précision surprenante pour son époque. Les Grecs anciens savaient donc par exemple quand est-ce qu'aurait lieu une éclipse solaire ou quelle serait la position dans le ciel d'un astre sélectionné. En 1652, une calculatrice mécanique appelée Pascaline fut inventée par Blaise Pascal en Haute-Normandie, en France. La Pascaline permettait de réaliser des additions et des soustractions facilement, ainsi que par la même occasion des divisions et des multiplications par répétition. Une trentaine d'années plus tard, le mathématicien allemand Leibniz perfectionnera cette machine en lui ajoutant un moyen de calculer des racines carrées. Le mathématicien anglais Charles Babbage imagine à partir de la Pascaline des concepts de la première machine à calculer programmable. Il créa les bases du principe de programmation par carte perforée, mais malheureusement, les technologies de son époque étaient très limitées et empêcha la création de la machine différentielle. Un siècle plus tard, la Seconde Guerre mondiale éclate et permet une grande avancée technologique. Nous avons notamment l'invention des circuits électroniques, des tubes à vide et des condensateurs. Ces inventions ont permis une énorme évolution du côté des machines. Le mathématicien Alan Turing publia en 1936 des articles permettant la construction de machines de Turing. Cette machine permettra quelques années plus tard de déchiffrer les messages codés allemands et par l'appareil Enigma. Les machines de Turing font partie des premières machines programmables. En 1945 est créé le tout premier ordinateur entièrement électronique et reprogrammable. Il porte le doux nom d'ENIAC. Il possède une masse de 30 tonnes et occupe une surface de 160 mètres carrés. Il est très loin de nos ordinateurs portables d'aujourd'hui. Un énorme travail d'optimisation mais également de miniaturisation des composants nous ont permis de passer d'un mastodonte comme l'ENIAC à notre petit ordinateur de bureau d'aujourd'hui. Si l'évolution des ordinateurs vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si vous êtes assez nombreux, j'envisagerai peut-être d'en faire une vidéo dédiée avec beaucoup plus de détails. Passons maintenant aux composants de l'ordinateur.
Nous allons commencer par les composants qui se trouvent à l'extérieur de notre ordinateur. Nous pouvons aussi les appeler périphériques externes. Le premier périphérique externe est celui que vous regardez en ce moment. C'est votre écran. Il est branché à votre ordinateur et permet d'afficher les données qui ont été traitées par ce dernier. Nous avons ensuite la souris qui vous permet de cliquer mais aussi de scroller, c'est-à-dire faire défiler vos pages internet à l'aide de la roulette. Elle possède au minimum un bouton pour réaliser le fameux clic gauche. Il y a énormément de types de souris sur le marché, il y en a pour tous les goûts, de la souris sans fil à la souris avec plein de boutons, en passant par la souris discothèque, il y en a de partout. Sur un PC portable, il y a ce qu'on appelle un touchpad ou un trackpad, que l'on peut aussi appeler pavé tactile. Il vous permet de bouger la souris et d'également cliquer. En troisième périphérique, nous avons le clavier. Il permet d'encoder des informations dans l'ordinateur en appuyant sur les touches correspondantes au caractère que vous souhaitez enregistrer. Comme pour les souris, les claviers ont plusieurs types. La disposition et le nombre de touches peuvent varier, un rétroéclairage peut être présent et même parfois des petits écrans pour afficher des informations. Nous venons de voir les trois périphériques externes les plus importants, et ce n'est pas pour cela qu'il n'en existe pas d'autres. Il en existe même tout un tas, donc voici les plus connus. Le disque dur externe, la clé USB, la carte mémoire, le CD, le casque, l'interface audio et l'imprimante. Nous allons maintenant entrer à l'intérieur de l'ordinateur et y découvrir ses périphériques internes. Ce matériel caché à la vue de tous est aussi appelé hardware. Débutons par le processeur, également connu sous le nom de CPU, pour Central Process Unit, unité centrale de traitement. C'est le cerveau de l'ordinateur, c'est lui qui s'occupe de suivre les instructions des programmes et d'effectuer les calculs. On a souvent tendance à croire qu'un ordinateur est intelligent, mais il ne sait faire que des simples calculs. Cependant, il est capable d'en faire plusieurs milliards par seconde. C'est ici que réside sa force et qui donne cette impression d'intelligence. Ensuite, nous avons la mémoire vive, également appelée RAM, pour Random Access Memory. Cette mémoire est volatile. Cela signifie que lorsqu'elle cesse d'être alimentée par de l'électricité, eh bien tout son contenu est vidé, rien n'est sauvegardé. La mémoire vive est très rapide, mais également très chère à produire. C'est pour cela que nous sommes limités à seulement quelques gigas. Cette mémoire stocke les instructions des logiciels en cours d'utilisation pour les envoyer au processeur dès qu'il en aura besoin. Ça fonctionne également dans l'autre sens, elle récupère les données traitées par le processeur. Une mémoire très rapide est très importante pour l'ordinateur, car souvenons-nous que le processeur peut traiter plusieurs milliards de calculs par seconde. Il faut donc récupérer les données aussi vite qu'elles sont traitées, mais aussi vite alimenter le processeur pour garder une fluidité lors de l'utilisation des programmes. Après la mémoire rapide, nous passons maintenant à la mémoire lente. Comparé à la RAM, les SSD et les disques durs sont très lents, surtout pour ce dernier. Nous qualifions cette mémoire de morte, car elle garde toutes les données, même lorsqu'elle n'est plus alimentée par de l'électricité. C'est le contraire de la mémoire vive. Vos données, vos programmes sont stockés dans ce type de mémoire. Lorsque vous allumez un programme, il est d'abord lu dans cette mémoire. Les instructions sont ensuite envoyées dans la RAM en attendant d'être traitées par le processeur. Une fois le traitement effectué, les données iront dans la RAM en attendant soit un autre traitement par le processeur, soit que la mémoire morte ait le temps de la sauvegarder. Mais alors, comment font ces données pour aller d'un composant à un autre? Eh bien, c'est une très bonne question. Tous les composants internes à l'ordinateur sont connectés à la carte mère. La carte mère, c'est un peu le corps de l'ordinateur. C'est elle qui assure la liaison entre chaque périphérique. Les données circulent dans des bus, une sorte d'autoroute qui lie les composants entre eux. Nous avons ensuite le bloc d'alimentation, qui est vraiment très important. Sans lui, l'ordinateur ne s'allumerait même pas. Il permet de convertir la tension électrique du secteur en différentes tensions continues compatibles avec les périphériques de l'ordinateur. Pour finir, nous avons la carte graphique. Elle n'est pas forcément indispensable pour l'ordinateur, mais elle est grandement conseillée. Elle augmente la puissance graphique de l'ordinateur. La carte graphique contient un processeur pour les traitements et les calculs liés à l'affichage, mais elle contient également sa propre mémoire vive pour une exécution encore plus rapide. Et voilà, tous ces composants sont rangés dans un boîtier que l'on appelle plus régulièrement la tour. Il en existe évidemment pour tous les goûts, différentes tailles, différentes couleurs, éclairages, etc., etc. Si vous pensez que cette vidéo est terminée, vous avez tort. Comme tout appareil électronique, un ordinateur ça chauffe et même énormément lorsque vous exécutez des programmes très gourmands. Nous allons donc parler du système de refroidissement. Il y a généralement deux ventilateurs présents dans un ordinateur, un pour faire entrer l'air frais et l'autre pour faire sortir l'air chaud. Un ventilateur est également présent sur le processeur. On l'appelle plus souvent le ventirad, car le ventilateur est posé sur un radiateur.
Un radiateur, c'est un objet qui a une très forte conductivité thermique, c'est-à-dire qu'il conduit très facilement la chaleur. C'est cet objet qui va absorber la chaleur du processeur et le ventilateur se chargera de le refroidir. Mais attention, il ne faut pas poser un ventirad sur un processeur sans y avoir mis au préalable de la pâte thermique. Comme le ventirad, cette pâte thermique conduit extrêmement bien la chaleur. Elle fait le lien entre le processeur et le ventirad. Elle évite qu'il y ait des creux entre les deux objets pour maximiser le transfert de chaleur. Ce système est à peu près pareil avec la carte graphique. Des barrettes de RAM peuvent également être équipées de radiateurs. Il existe également d'autres méthodes de refroidissement. Nous avons les ordinateurs immergés dans de l'huile ou d'autres liquides dits électriques, c'est-à-dire des liquides qui ne conduisent pas l'électricité. Cette technique permet de refroidir l'ordinateur de façon uniforme et de le rendre totalement silencieux. Cependant, un tel liquide coûte très cher et c'est pour cela qu'ils sont assez rares. Et pour terminer, nous avons le refroidissement à eau, que l'on appelle plus communément water cooling. De l'eau circule dans des tuyaux et dans les waterblocks à l'aide d'une pompe. Le waterblock est un composant qui remplace les ventirades. Le waterblock est composé d'une plaque en cuivre qui absorbe la chaleur du composant et l'eau qui circule dans le système permet de la refroidir. Et voilà, vous savez maintenant ce qu'est un ordinateur, d'où il vient et de quoi il est composé. J'espère que la vidéo vous a plu. En attendant les prochains épisodes, n'hésitez pas à commenter et à partager un maximum la vidéo pour chatouiller l'algorithme de YouTube. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!